Le tout était de faire un film qui soit à la fois drôle, mélancolique et policier. Et de ne pas avoir peur du tout de s'amuser avec les codes. Tu fais semblant de plus reconnaître ta mère, c'est ça? Vous pouvez pas appeler. Ah oui? Et si on était sur écoute? Tu t'es pris dans un James Bond ou quoi? Exactement. Pourquoi tu... Mon fils. J'étais à la sortie, tu sais. C'est toi dans le taxi? Pourquoi t'es pas venu me voir? J'ai pas pu. T'as pas pu ouvrir la porte de ton taxi? C'est ça. Ouais. Je te demande de m'excuser. Pour la prison ou pour le taxi? Pour les deux. En fait, il y a une base, en tout cas à tous mes films, je pense, et ça se fait un peu de manière à la fois consciente et inconsciente, c'est que j'en reviens toujours à la famille, que ce soit la famille de cœur ou la famille de sang, et qu'il y a quelque chose, en tout cas, de gens qui avancent en tribu, qui au-delà de leurs différences, de leurs divergences, avancent ensemble. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que j'ai toujours l'impression, en tout cas par rapport à la famille, que c'est comme une micro-société. C'est-à-dire qu'on a beau, mais c'est aussi un peu ça avec les amis qu'on a depuis très très longtemps, c'est-à-dire qu'on a beau se retrouver tous les dimanches autour du gigot familial, on n'a pas les mêmes vies, on a beau partir du même endroit, on n'a pas forcément les mêmes destins, les mêmes aspirations, les mêmes envies, voilà, ni socialement, ni dans notre vie affective, et tout ça. Et pourtant, tous les dimanches, il y a quelque chose qui fait qu'on se retrouve là, autour de ce gigot, et qu'on doit composer les uns avec les autres. Donc finalement, il y a peu de temps que je me suis dit ça, en fait, par rapport à la famille, mais c'est sans doute aussi parce que plus on avance en âge, plus on passe du rôle d'enfant au rôle de je sais pas quoi, mais il y a aussi cette chose, c'est que tant qu'on a encore ses parents ou ses grands-parents, il y a qu'autour de la table, enfin, que dans un cadre comme celui-là, qu'on reste toujours le fils de ses parents ou la fille de ses parents. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est vrai que l'autre chose aussi qui me plaît bien dans cette histoire, dans ces histoires un peu de gangs, que ce soit des gangs familiaux ou de gangs d'amis, c'est cette notion effectivement du braquage, de braquer ensemble, et qui pour moi est un peu une métaphore aussi du cinéma. Et parce que ce que j'aime le plus en fait dans le fait de faire des films, c'est l'élaboration de ce coup qu'on va faire ensemble. Et là, pour Les Rois de la Piste, en tout cas, les Zimmerman, ce qui leur plaît le plus, en tout cas ce qui plaît le plus au personnage de Rachel, joué par Fanny Ardant, c'est d'avoir sa petite famille autour d'elle, c'est de réfléchir à comment on va, quel coup on va trouver, comment on va le fabriquer, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est le plus intéressant finalement, parce que si tu décroches le jackpot, finalement, ça n'intéressera pas d'aller boire un daiquiri, une caipirinha sur une plage déserte. C'est plus le fait d'être ensemble, d'avoir un projet commun. Et j'ai souvent remarqué, c'est pour ça qu'on dit aussi que j'ai souvent travaillé avec les mêmes acteurs ou les mêmes techniciens, c'est qu'il y a ce plaisir à se retrouver, pas uniquement... ça permet de faire des films, permet de passer beaucoup de temps avec les gens, avec des gens qu'on aime. Donc ça, c'est quand même très, très agréable. Le plus compliqué dans l'écriture du film, en tout cas l'enjeu principal qu'on avait avec Benoît Graffin, avec qui j'ai écrit le scénario, c'était de trouver l'équilibre entre l'intrigue policière et la comédie. Et que l'intrigue policière ne prenne pas le pas sur la comédie, mais qu'elle ne soit pas non plus juste un prétexte. Et que tout ça, malgré le côté totalement loufoque et rocambolesque, il y ait quand même quelque chose auquel on puisse croire et qui puisse être surprenant
même si tout ça paraît... Parce que, en fait, tout est vrai. Hein. Ce tableau de la musicienne de Tamara de Lempicka est un tableau qui existe, c'est un tableau qui était dans un clip de Madonna qui s'appelle Vogue, qui a été... puisque Tamara de Lempicka enfin, Madonna est folle de Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka, sa cote a monté comme ça parce que Madonna essaie de retrouver de racheter tous ses tableaux. Elle a même fait un tableau, une copie d'un de ses tableaux en remplaçant le visage d'une de ses muses par son visage à elle. Donc ce tableau, la musicienne a véritablement disparu il y a 7 ans. C'est véritablement l'agence Artiaz qui est partie à la recherche du tableau. Ils ont mis 7 ans à le retrouver. Et c'est beaucoup moins... on est beaucoup moins dans James Bond que chez Agatha Christie quand ils vont chercher des tableaux, parce que ça passe par des... Soit un tableau de cette valeur-là qui disparaît, soit c'est un émir du Qatar qui a commandité le cambriolage, et dans ce cas-là, il le met dans son salon et on n'en parle plus. Soit ces tableaux sont totalement invendable, puisque personne ne va les racheter, puisqu'on sait bien sur le marché, enfin, ça n'a pas de prix. Donc le danger qu'il y a à tout ça, c'est que souvent, alors ça passe souvent de bande en bande, mais qui ne sont pas des grands... c'est pas le crime organisé. Hein. Et le danger, c'est que si ça tombe sur des bandes un peu de bras cassés, c'est qu'ils finissent par détruire le tableau pour ne pas se faire prendre. Et il y a beaucoup d'œuvres d'art comme ça qui ont été détruites. Donc, j'étais tombé sur un article là-dessus dans Télérama, sur Madonna, sur tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, il y a un truc, comme on cherchait quelle allait être la trame un peu du policière du film, je me suis dit, il y a quelque chose à chercher à partir de là. Et après, moi, j'étais très... parler de Pascal Thomas par rapport aux adaptations d'Agatha Christie, mais je pensais beaucoup aux comédies américaines des années 80, de Jonathan Demme, Les Veuves mais pas trop, Dangereux sous tout rapport, beaucoup, évidemment, qui est un de mes metteurs en scène que j'aime le plus, sur le ton, film de James L. Brooks, que ce soit pour Passion, pour le pire ou le meilleur, enfin des films comme ça au Broadcast News, et évidemment un Black Edwards aussi, sur le côté un peu burlesque qu'il peut y avoir. Et en France, c'était beaucoup sur Rapneau ou de Broca au niveau du rythme, et puis un peu Salvadori aussi que j'adore, et qui arrive... tout était de faire un film qui soit à la fois drôle, mélancolique et policier. Et de ne pas avoir peur du tout de s'amuser avec les codes du genre, les codes de la comédie, les codes du film policier, les codes du burlesque, de faire un film qui soit très, très révérencé, mais qui ne soit pas un film pour cinéphiles non plus. D'ailleurs, on s'est beaucoup amusé à ça aussi avec la musique, avec Alex Baupin sur la musique. Ma volonté, c'était vraiment de faire un film très libre, aussi bien au niveau du ton que de la narration, même si le scénario est très vissé, et que les gens ne se sentent pas floués de se dire ah bon, tout ça pour ça, ou bon, peut-être qu'il y en a qui diront tout ça pour ça, mais bon, en tout cas qu'ils en aient pour qu'il y a un côté malgré tout spectaculaire, même si tout ça se passe au fin fond du Cotentin, que c'est une famille de bras cassés, qu'il y avait évidemment beaucoup aussi en tête, mais ça je l'ai beaucoup dit, Family Business de Sidney Lumet. Aussi pour la transmission, pour le côté famille de bras cassés, tout ça. Donc, en fait, j'avais tout ça en tête, il suffisait juste que je le mette en place. Et c'est ça Benoît Graffin m'a beaucoup aidé, c'est que dans ma tête, ça bougeait beaucoup. Et grâce à Benoît, on a réussi à mettre de l'ordre là-dedans et à équilibrer un peu tous
tous ces éléments et à faire que ces personnages ne soient pas simplement des marionnettes entre les mains de deux scénaristes, que ça soit des personnages de chair et de sang, que ça raconte, oui, des choses sur la transmission, sur la famille, la place qu'on veut prendre, quelque chose aussi, voilà, par rapport à la société, par rapport à aujourd'hui, et que ça soit un film heureux, joyeux, qui soit un peu comme du champagne. Allô? Allô, chérie, Maïdé, Maïdé. On a des invités surprises, je répète, des invités surprises. Jérémy! Jérémy! Qu'est-ce que tu fous? Il faut qu'on y aille. Oui, magnifique ce tableau. Je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a un mec qui monte, il faut qu'on y aille. Tu le reconnais pas? Il était dans Vogue, le clip de Madonna. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? On se demande à quoi elle pense, cette femme. Elle est là, elle est pas là. Mais tu t'es cru au Louvre, on y va. Elle a dû refaire souffrir des hommes. Prends la croûte, allez, on y va. Attends, 2 secondes, ça prend. On a oublié d'attendre. Quoi? On a oublié d'attendre. Attends, allez, viens, on y va. 2 secondes, j'y suis presque. On n'a pas le temps maintenant, allez. Vas-y, j'arrive, papa. Allez, viens. Allez, attends. Qu'est-ce que vous faites là? Mais ça, à travers tous mes films, je fuis vraiment le naturalisme, non pas que je n'aime pas ça, mais en tout cas par rapport aux histoires que je raconte, parce que j'adore les films des frères Dardenne, Ken Loach, enfin bon. Mais par rapport à mes films, oui, là, sur celui-là, il y avait quelque chose un peu comme de l'ordre du conte, de la fantaisie, de quelque chose qui est un peu, qui tient... oui, un récit un peu échevelé, rocambolesque, une famille de bras cassés. Alors, c'est bien que ça soit ancré dans la vie, parce qu'on voit bien que c'est des personnages qui n'ont pas d'argent, qui appartiennent pas qui appartiennent pas vraiment à une classe sociale précise, mais je voulais que ça soit, oui, je voulais que ça soit beau, en fait, je voulais que ça soit coloré, je voulais que ça soit beau, je voulais que tout ce qui pouvait rendre heureux et de façon assez subliminale. Le travail sur les couleurs, le travail sur la librairie par exemple, les couleurs dans la librairie, les couleurs au bar, ce bar vert comme ça, effectivement les couleurs ocre au dîner. Bon, le dîner du début, il tranche beaucoup après avec parce qu'on passe d'un univers comme ça très bourgeois, assez pédant et très parisien comme ça, on bascule dans autre chose, mais oui, il y avait quelque chose que je voulais gai, que je voulais joyeux, je voulais qu'à la fois ça soit dans la vie, mais qu'en même temps, mais de toute façon, c'est aussi amené par le choix d'aller tourner à Barfleur, à Carteret, tout ça, dans le Cotentin, dans des endroits comme ça, au bord de l'eau, au bord de la mer, un peu le bout du monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours chez moi, mais peu importe, une recherche absolue du romanesque. C'est pour ça que parfois je m'ennuie dans la vie, parce que je trouve que la vie n'est pas assez romanesque. Mais dès que je peux amener du romanesque, c'est ma façon de voir la vie, hein, beaucoup. C'est-à-dire que je cherche toujours ce qu'il peut y avoir de plus romanesque dans une situation, même une situation des plus banales. Et c'est vrai et qu'aujourd'hui on n'est pas beaucoup, un peu plus là, depuis quelques temps en tout cas, mais à courir après le romanesque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... ce film, je l'ai aussi un peu fait, pas en réaction, parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de politique ou de militant, mais un peu en réaction à ce qu'on a l'habitude d'appeler en ce moment, ce qu'on dit à chaque fois, c'est un film nécessaire, c'est un film politique, c'est un film... Tous ces films dossiers où en fait on a l'impression que le cinéma n'est qu'un prétexte à parler d'un traumatisme, à parler d'un fait de société, et que finalement, bon, bah,
tout ce qui est autour, c'est-à-dire est presque accessoire, que ce soit la mise en scène, que ce soit la lumière, que ce soit les acteurs, que ce soit... il y a quand même beaucoup de films comme ça, qu'on étiquetait... Moi, j'ai pas voulu faire un film nécessaire parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un film nécessaire. Et ce qui m'intéresse en général par rapport aux acteurs, et en plus dans ce film-là plus particulièrement, c'est toujours, surtout quand on a des acteurs qui ont beaucoup tourné, qui ont beaucoup travaillé, qui ont travaillé avec les plus grands, c'est d'essayer de les amener un peu ailleurs de ce qu'ils ont déjà fait. Après, Kassovitz, il n'avait jamais joué un personnage comme celui-là, bon, et Nicolas non plus. Mais en tout cas, par rapport à Fanny, c'est-à-dire que je la connais très très bien dans la vie. On se connaît depuis longtemps. C'est même elle, je pense, qui, la première, m'a dit quand j'étais encore journaliste, vous devriez écrire et quand je vous devriez faire, il faut que vous fassiez un film. Et quand j'ai fait mon premier film, elle m'a dit, je lui dis merci de m'avoir encouragé à cette époque où j'étais encore tout jeune journaliste, parce que je sais pas, peut-être que, enfin, les encouragements à ce moment-là dans la vie, ça compte plus particulièrement. Et elle m'a dit, de toute façon, on ne pousse que ceux qui sont au bord de la falaise. Donc c'était une façon de m'envoyer la balle. Mais donc on a fait du théâtre ensemble, on a fait 3 pièces vraiment très différentes, une de John Didion, une de Marguerite Duras, puis un boulevard Marcel Mitois, donc dans des emplois, à chaque fois ça a très bien marché, c'était des emplois très, très, très différents, notamment la dernière où c'était un boulevard où elle était avec Bernard Ménez, et donc je la connais bien, et finalement ce personnage de Rachel Zimmerman lui ressemble beaucoup plus que ces personnages, ou que l'image qu'elle peut avoir comme ça, un peu glacée, un peu iconique, un peu bourgeoise, ou Fanny, ça paraît un peu redit ce que je vais dire, mais où on dit, elle est punk, c'est-à-dire qu'elle c'est une femme très libre, c'est une femme très droite, très libre, et je lui ai piqué beaucoup de choses en fait pour écrire ce personnage, à la fois dans ce qu'elle peut penser de la vie et la façon dont elle s'exprime. Alors je volais avec son assentiment, elle savait bien ce que je lui empruntais, mais je savais, si elle avait dit non au scénario, j'aurais été vraiment très très déconcerté, parce que je savais qu'il y a énormément de choses que le personnage de Rachel pense et dit, que Fanny pense et dit aussi dans la vie. Il y a un truc que j'aime beaucoup qu'elle avait dit un jour dans une interview, quand on lui avait demandé ce qu'elle avait appris à ses filles, et elle disait, je leur ai appris à ne pas courir sous la pluie. Et je me disais que ça, c'était quelque chose qu'elle aurait pu dire à ses 2 fils et à son petit-fils. Rue de la Cruche, 50 700 Barfleur. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Juste au moment où il sort de prison, elle trouve sa trace? Ah, pour moi, c'est un signe. Barfleur, il y a plus sexy comme signe. Ah non, moi, le Cotentin, j'adore les grandes plages à perte de vue, les plateaux de fruits de mer, le crachin, C'est pas les Bahamas non plus. Maman, si j'avais 5 plaques, c'est pas là-bas que j'irais me cacher. Oui, mais s'il se cache dans ce trou perdu, c'est peut-être parce qu'il a pas encore tout dépensé. Tu crois qu'il aura encore le pognon? Ou le tableau. On peut toujours rêver. Bon bah le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'y aller. Oui. Mais toi, tu vas pas te mêler de ça, Nathan. Bah pourquoi? Première victime, premier concerné. Sam, alors, vous venez? C'est mon boss. T'as un patron, toi. Ah oui, j'ai un patron. Mais c'est quoi ce déguisement? C'est pas un déguisement, je suis agent de sécurité, maman. T'es flic, toi? Allez, qu'est-ce que je t'ai dit? On perd notre temps. On peut peut-être vérifier avant, non? Passer quelques coups de fil. C'est peut-être un petit plan foireux. Moi, j'ai besoin de poser un congé. Mais depuis quand Zimmerman pose un congé? Tu veux ma mort? L'un des points communs entre Fanny Ardant et le personnage de Rachel, c'est qu'elle est dans l'instant présent, parce qu'elle sait très bien que, la palissade, ce que je veux dire, mais que ça passe, et que ça passe très vite. Donc du coup, voilà, ce film, il est aussi imprégné de ça, du fait qu'il y a quelque chose qui se passe là, maintenant, tout de suite, mais aussi parce qu'on a, on sait à quel point on a beau essayer de fixer une histoire, des images, des personnages, le temps va plus vite que nous, quoi.
c'est vraiment les mères oui, qui dirigent dans mes films. C'est vraiment les femmes sont toujours des personnages assez forts dans mes histoires. Mais c'est vrai que j'ai été élevé par des femmes essentiellement, par ma grand-mère, par ma mère, par ma tante. Donc du coup, j'ai des représentations de femmes libres qui travaillaient, qui s'assumaient, qui étaient autonomes et qui donc d'une certaine façon étaient des femmes puissantes, comme on peut dire aujourd'hui. Donc c'est vrai que spontanément, j'écris des personnages qui vont dans cette direction-là. J'ai rarement écrit de personnages féminins qui soient uniquement et purement des victimes. Ce sont souvent elles qui mènent la danse, et d'où cet amour aussi modéré que j'ai pour les actrices de manière générale. Mais ça, évidemment, par rapport à des icônes comme Catherine Deneuve, Nathalie Baye ou Fanny Ardant, mais aussi par rapport à d'autres actrices avec qui j'ai pu travailler, comme Géraldine Pellas, Marina Foïs, ou d'actrices d'autres générations, ou Diane Kruger ou Laetitia Doche. Mais c'est vrai que il y a cette notion. Oui, j'ai été élevé, moi, dans un environnement plus matriarcal que patriarcal, même si j'aime beaucoup mon père, mon beau-père, enfin voilà. Mais c'est vrai que j'ai été très infusé par ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu découvrir sur le tard, que toutes les femmes n'étaient pas aussi fortes que les femmes qui m'avaient élevé. Et oui, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, assez tard même, enfin assez tard. Je ne le découvre pas aujourd'hui, mais c'est vrai que pour moi, les personnages les plus forts dans ma vie, dans mon enfance ou mon adolescence, c'était vraiment les femmes. Donc la complète à 27 €, vous ne mangez pas du coude. Et pourquoi? Un bout de jambon, 2 œufs et une patate, hein? Bonjour, maman. Bonjour, mon chéri. Fais-toi plaisir, c'est moi qui régale. Mettez-nous 3 complètes. Si j'avais pas coincé mes doigts à l'ordi, on pourrait pas se permettre tout ça. Oh, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es bien guéri? Ah ouais, ça va. Et tu souris en plus? Ouais, je suis pas rassurée, hein. Oh. L'amour. Bonjour, ça va, je vous dérange pas? Mais on avait dit qu'on passerait les vacances en famille. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle, c'est Nelly, maman, et je l'ai invitée. Quoi, c'est le moment de faire entrer une pièce rapportée dans la famille? C'est pas une pièce rapportée, c'est ma nouvelle copine. Mais tu la connais depuis combien de temps? Ça ne te regarde pas. C'est normal, hein, si je surveille un peu tes fréquentations. Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. À toutes. À toutes. Ouais, souvent. Souvent, ça aide. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ceux pour qui j'écris qui vont le faire, parce que parfois, soit ils sont pas libres, soit ils ne peuvent pas le faire, soit, enfin. Mais oui, ça m'aide, et ça m'aide d'avoir un visage en tête. Puis après, bon, si la personne ne peut pas le faire, mais oui, ça m'aide. Bon, en tout cas, sur ceux qui me sont très proches et avec qui j'ai l'habitude de travailler, ils sont toujours dans un coin de ma tête. Donc, et c'est surtout qu'en fait, il y a non seulement le plaisir de les retrouver, mais je ne pourrais pas les retrouver juste pour le plaisir de les retrouver. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut essayer d'explorer autre chose. Il faut qu'à la fois, moi, je puisse les surprendre dans ce que je vais leur proposer, et qu'eux puissent me surprendre dans la façon dont ils vont le jouer. Et je vois avec Nicolas, par exemple, c'est la 4e fois qu'on travaille ensemble. Il y a eu 3 films et 1 pièce. Et à chaque fois, c'est des emplois vraiment assez loin de ce qu'on peut imaginer de lui. Après, moi, c'est des choses que je connais de lui. Donc je sais qu'il les a à l'intérieur de lui, qu'il ne les a pas nécessairement exprimés. Je me souviens que pour Les yeux de sa mère, par exemple, le premier film qu'on a fait ensemble, je lui faisais jouer un écrivain, et qu'au départ, tout le monde m'avait dit Nicolas Duvauchel, un écrivain, ça paraissait hallucinant aux gens, et alors que
qu'une fois que les gens ont vu le film, tout le monde m'a dit « Ah bah oui, il est vraiment formidable, c'est totalement le personnage » et tout ça. C'est-à-dire qu'on a des images comme ça dans la tête par rapport à certains acteurs, moi le premier. Hein. Mais donc oui, j'aime bien penser à des acteurs et j'aime bien me dire « Ah tiens, c'est assez drôle parfois de se dire « Ah bah tiens, ah là là, comment il va faire ça, comment il va dire ça, comment… c'est assez excitant. Ouais. Benoît Magimel, quand a vu le film, a vu Les Rois de la Piste, et quand il a vu Les Rois de la Piste, il m'a dit « Mais ça fait 20 ans que j'ai pas vu… Mathieu s'amusait autant, on ne va pas dire qu'il n'était pas bien dans ce qu'il a fait d'autre, hein, mais s'amuser comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, quand je suis allé lui proposer le scénario, j'ai tout de suite, je le connaissais, bon, je connaissais quasiment pas, on s'était croisés comme ça, mais on ne se connaissait pas vraiment. Et quand je lui parlais, je suis allé lui porter le scénario, on a discuté, on a pris un café, j'ai senti que ça accrochait, que ce que je lui racontais l'accrochait, et il m'a dit, je t'appelle ce soir, je te dirai oui ou non, et vraiment en repartant, je me suis dit, s'il dit non, c'est que… Après, on ne sait jamais. Et il a dit oui le jour même. Il s'est énormément amusé. Il a compris exactement ce que je voulais faire avec ce film. Je me suis vraiment très bien entendu avec lui. On a été très complices dans le travail et puis dans la vie. Enfin, je veux dire, et il a beaucoup amené au film parce qu'il a une grande exigence. Il amène une grande concentration sur il fallait être très concentré sur ce film, peut-être encore plus que sur les autres, parce que c'est drôle parce que l'autre jour Nicolas Divauchel faisait une interview et il disait j'ai jamais vu Thierry aussi détendu sur un film, alors que moi je sais que j'ai jamais été aussi concentré et tendu, parce que c'était de la comédie qu'on ne sait jamais vraiment. Et Mathieu, très vite, on a évoqué des personnages comme Gary Grant dans L'Impossible Monsieur Bébé, des acteurs qui, comme ça, ont de grandes comédies américaines des années 40, 50, qui n'ont pas peur du ridicule. Mathieu n'a pas peur du ridicule, il n'a pas peur d'en faire trop. D'ailleurs, tout au long des prises, on modulait, en fait, en fonction de… il me disait, bon, je te la fais comme ça, et puis après on en fera une un peu moins et une un peu moins, ou le contraire. Et il a été vraiment formidable. Et puis après, parce que c'est impressionnant d'avoir quelqu'un comme Mathieu sur un plateau, quelqu'un que je considère vraiment comme un grand metteur en scène. Je trouve que, bon, évidemment, La Haine, c'est formidable, mais L'Ordre et la Morale, c'est vraiment un très grand film. Et il s'est jamais mêlé de mise en scène. Mais il y avait vraiment une complicité où très vite, après que voilà, il y a eu un travail d'approche les premiers jours, où très vite on était sur la même longueur d'onde. En plus, il était complètement sous le charme. Enfin, ils étaient tous sous le charme de Fanny. Ils étaient tous, avec Nicolas, ils se connaissaient à peine, avec Ben, avec Laetitia. Donc il y a vraiment eu ce côté très Madalton et ses fils, et avec Laetitia et Michel Villermoz aussi, qui étaient vraiment très proches. Et il est venu, par contre, au montage, je lui ai demandé de venir quasiment à la fin du montage, parce que ça m'intéressait. Je me suis dit, tant qu'à avoir un grand metteur en scène à mes côtés, autant lui montrer le film et puis profiter de ce qu'il aura à me dire. Et il a été formidable parce que il a vraiment vu le film en tant que spectateur et aussi en tant que spectateur qui a tourné ce film. Donc il sait parfois ce que j'ai pu couper, ce que j'ai pu laisser. Et je pense que j'ai dû prendre à peu près 80% de ses conseils, ce qui est beaucoup, et qui sont parfois des choses de l'ordre du détail, mais bon, les détails sont vraiment essentiels, et puis parfois des choses plus de construction, comme ça. Il a eu un œil vraiment très… Ce qui est drôle, c'est que Mathieu, il prend pas de forme pour dire les choses. Moi, ça me va très bien. C'est-à-dire qu'au moins, c'est direct et au moins, on perd pas de temps. Et après nous avoir tout dit à mon monteur et à moi, comme ça, un peu avec un débit mitraillette. Et que je lui dis au revoir en souriant. Je dis, bon, j'organise un dîner, parce que depuis la fin du film, j'organise souvent des dîners Zimmerman avec tous les acteurs. Donc on se retrouve, je lui dis, bon, j'organise. Il dit, bon, bah c'est bien, hein, parce que d'habitude, en général, à la fin de ces projections-là, je repars brouillé avec le metteur en scène. Donc, moi, ça m'a fait rire. Mais non, c'était super ce qu'il a amené au film tout au long de l'aventure, quoi.
Sam, ma beauté, t'inquiète pas pour Nathan. C'était quoi cette alarme? Ce con de Jérémy. Il a arraché un tableau. C'est pas le tableau. C'est l'ail. L'ail? Avocat, t'es pas si mal, mon petit plan, hein? Dîner juste en face, vue sur l'appartement, vue sur la table. C'était implacable, un de nos meilleurs coups. Bon, je savais bien qu'il était allergique, mais j'allais pas changer ma recette. Allergique à quoi? Allergique à l'ail, c'était la recette de ta grand-mère Zimmermann. Bon, qu'est-ce qu'il y a de beau ici, là-dedans? Alors, de relax. C'est joli, je le garde. En tout cas, c'est pas le casse du siècle, hein. Ton fils, il risque rien. C'est sérieux ça, maman? Bah, il a pas de casier. Il risque quoi, au pire, 6 mois? Mais c'est ton petit-fils, bordel! T'as pas de nouvelles de ton frère? Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas nous faire une crise comme à la mort de papa? Oh, fais pas la tête. Quoi? Tant qu'on n'en sait pas plus, tu me contactes plus, on se parle plus, tu ne m'appelles plus. Mais de toute façon, j'avais pas l'intention de t'appeler. Et bah tant mieux! Redresse-toi quand tu marches. Moi, j'avais une envie très profonde de parler, d'écrire un personnage comme celui-là. Et très vite, je savais que j'avais besoin d'un acteur connu pour que, du début à la fin de l'histoire, on ne sache pas s'il dit la vérité ou s'il ment, qu'on puisse... mais ce que je voulais, c'était que ce personnage, on rit avec lui, mais qu'on ne rit jamais de lui, surtout. Je voulais aussi que ce personnage ne soit pas au centre de l'histoire, qu'il appartienne à la famille, que ce ne soit pas le sujet du film, que ce ne soit pas doloriste. Et je voulais aussi, je trouvais ça important, et assez moderne, que ça soit une sorte de parangon de la masculinité qui joue un personnage comme celui-là. Après, Nicolas, d'habitude, quand je lui propose un film ou une pièce de théâtre, il me dit oui sans même lire. Par exemple, j'ai quand même emmené jouer Duras au théâtre avec Fanny Ardant, il n'avait même pas lu la pièce. Une semaine après, on se retrouvait, il découvrait la pièce à la première lecture que je faisais avec Fanny. Donc j'ai une sorte de carte blanche avec lui, enfin une sorte de confiance. Sauf que là, je voulais quand même qu'il lise, parce que je voulais qu'il prenne la mesure de ce qu'il aurait à jouer. Il n'a pas hésité, il a beaucoup réfléchi. Il a beaucoup réfléchi parce qu'il s'est posé des questions totalement légitimes. Il s'est posé justement la question de la légitimité, il s'est posé la question de la crédibilité, il s'est posé la question aussi par rapport au respect qu'il avait par rapport au personnage. Et donc il a mis presque un mois, je crois, à prendre sa décision. On a beaucoup parlé, on a beaucoup rencontré des gens. Enfin, ça nous tenait vraiment très à cœur. Il a travaillé après avec un coach qui s'appelle Daniel Marchaudon, qui avait travaillé avec Gaspard Ulliel sur Yves Saint Laurent. Et en fait, il fallait qu'il retrouve au milieu de toutes ces contraintes que lui imposait le personnage, il fallait qu'il retrouve son espace de liberté, son instinct. C'est-à-dire que Nicolas, c'est un instinctif en général, il arrive sur le plateau, il met son blouson et hop, il est le personnage. Et on n'a jamais de discussion psychologisante. Moi, j'aime pas beaucoup ça de toute façon, de manière générale, avec les acteurs. On n'a jamais de discussion psychologisante sur les personnages avec Nicolas. En plus, on se comprend en un regard, on se connaît tellement bien. Que là, en fait, finalement, au bout de cette aventure, ce qui lui faisait le plus peur et ce qui l'a rendu le plus heureux. Et grâce à ce coach, il a très vite compris que, en fait, ce personnage lui appartenait et que il allait en faire ce qu'il voulait lui et que je partais de lui pour
faire naître ce personnage, c'est-à-dire que c'était ses mains, c'était son corps, c'était sa voix, c'était tout ça, et que c'est à partir de là qu'on allait construire ce personnage. Donc il n'y avait pas de choses à trafiquer. Il y avait vraiment mais quelque chose voilà, qu'on allait construire ensemble et avec beaucoup d'empathie, de bienveillance, et que si ce personnage était drôle, c'était par sa répartie, par sa liberté, et que finalement c'était le personnage sans doute le plus équilibré de tous. C'est ça aussi qui était, je trouve, positif, c'est que finalement, c'est ce qu'il dit à c'est ce que le personnage dit à sa mère, à Rachel. Il lui dit, il faut être égoïste pour être. Tu nous as appris qu'il fallait être égoïste pour être heureux. Et c'est ça, parce que ce qui est intéressant dans la famille, c'est la place qu'on vous attribue, la place que vous voudriez, la place que vous prenez, votre place qui évolue au fur et à mesure du temps qui passe aussi, et soit on se laisse bouffer par la famille, soit on trouve sa bonne place, ou alors ça peut devenir Festen. Hein, donc voilà, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose par rapport à ce personnage, c'est finalement le personnage qui est presque le plus en paix avec lui-même.